Bon, lundi les pirates, ben, on continue à être sur la formation de la semaine, vous l'avez compris. Cette formation de la semaine, elle est sur le jugement, comment éviter le jugement des autres, comment éviter le jugement de son conjoint, comment répondre au jugement de son conjoint. Et bien oui, tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre au fur et à mesure de la semaine. La formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, 150 formations pour récupérer son couple quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que tout d'un coup, votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus. Si votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, c'est pas que c'est fini, c'est que vous ne correspondez plus actuellement aux besoins de votre conjoint et vous allez apprendre à changer évidemment petit à petit votre façon de faire, votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer et vous allez y arriver. Alors pourquoi pendant une crise on est beaucoup plus permissif envers soi-même qu'envers son conjoint? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi votre conjoint se permet des choses et qu'il vous juge vous alors que vous faites des choses bien moins graves entre guillemets. Mon conjoint me reproche notamment des choses qu'il fait lui-même. Comment comprendre ce comportement paradoxal et comment y faire face? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Évidemment, hein, les personnes en crise jugent leur propre comportement de manière plus permissive que ceux de leurs partenaires, en particulier dans les comportements émotionnels, affectueux, mais aussi technologiques en ligne. C'est-à-dire que votre conjoint peut passer beaucoup de temps sur ses réseaux sociaux et vous reprocher vous de passer du temps à faire du sport ou de passer quelques minutes sur les réseaux sociaux. Donc ça, les personnes qui sont en crise se donnent plus de liberté dans leur jugement et de droit qu'elles n'en accordent à leurs partenaires puisqu'elles minimisent ou justifient leurs propres actions tout en critiquant ou en condamnant celles de leurs partenaires. Par exemple, une personne en crise peut se sentir autorisée à flirter avec quelqu'un d'autre, envoyer des messages ambigus, à consulter des sites de rencontres en se disant que finalement c'est pas si grave, que c'est pas de l'infidélité, que c'est juste pour se distraire ou se rassurer. Mais si vous discutiez avec un collègue de travail de façon un peu plus proche, ce serait beaucoup moins permissif. Si elle vous découvre que vous discutez avec ce collègue de travail, même si vous ne faites rien, elle va vous traiter de menteur, de tricheur, de déloyal et elle va vous faire une scène de jalousie, surtout vers la fin de la crise, quand votre conjoint aura cette fois bien en tête que vous allez revenir ensemble, qu'il ne voudra pas vous perdre. Pendant le début de la crise, pendant la phase d'alarme, votre conjoint sait inconsciemment que vous allez revenir ensemble, à moins que vous fassiez trop d'erreurs comme le silence radio, ou des erreurs comme la lettre magique ou des erreurs comme le suis-moi, je te suis. Mais si vous faites ce qu'il faut, votre conjoint sait déjà dans son inconscient que vous allez revenir ensemble et chaque fois que vous allez mettre une application en place d'une formation que vous aurez faite, vous allez appliquer une des formations que vous avez faites, et bien votre conjoint va voir que vous avez plus de valeur et va changer son jugement sur vous. Donc les catalogues des formations, dont la formation sur le jugement de cette semaine, se trouve en descriptif de cette vidéo. Sur le catalogue, vous avez 150 formations pour récupérer votre conjoint, pour apprendre à apprendre ce dont vous avez besoin. Donc ce double standard est perturbant pour vous. Les personnes en crise sont souvent dans le déni de leur situation. Si vous le dites, mais si tu es en crise existentielle, elle va vous dire non, je ne suis pas en crise existentielle, donc évitez ce genre de choses bien sûr. Et elles ne veulent pas souvent affronter la réalité de leur couple qui leur fait peur, qui leur fait mal, et leur situation aussi. Je mens à mes enfants, je mens à mes parents, je mens à mon conjoint, ça fait mal, hein, je suis mal, je suis en crise, et donc je vais me réfugier dans des comportements qui procurent le plaisir, l'attention et la nouveauté, sans se soucier des conséquences de partenaires, surtout si vous êtes trop lourd, vous, hein, que vous imposez des choses à votre partenaire qui n'aime pas, que vous êtes trop lourd parce que vous faites vous-même des jugements. Donc votre conjoint va s'éloigner de vous pour prendre plus de plaisir, entre guillemets. Évidemment, votre conjoint se ment à lui-même, comme il ment à ses enfants, comme il ment à son pansement. Évidemment, hein, votre conjoint se dit toujours que c'est pas très grave ce qu'il fait, que vous l'avez mérité. Enfin, on essaye d'être permissif. Oui, je mens à mon conjoint, mais il y a 3 ans quand même, lui m'a menti une fois. Bon, donc on ne s'en sort plus. Donc le conseil que vous allez retrouver, non pas dans la formation, mais que je vous donne aujourd'hui, dans la formation vous trouverez d'autres choses, évidemment. Toutes les choses que je vous donne dans les formations ne sont pas dans les vidéos, évidemment, puisque c'est complémentaire. Ici, je vous explique le pourquoi du jugement et dans la formation de comment s'en sortir. Donc l'idée, c'est de ne pas entrer dans le jeu du jugement.
Ne vous laissez pas déstabiliser par les reproches de votre partenaire qui sont souvent infondés ou disproportionnés. Ils ne sont là que pour diminuer leur agressivité ou de diminuer leur faiblesse. Donc ne vous mettez pas sur la défensive ni sur l'offensive, restez calme, essayez de comprendre ce qui se passe derrière chaque comportement. Dans chaque formation que vous allez faire, vous allez avoir des fichiers de neurohypnose, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, il faut écouter ça avec un masque, et dessous, vous avez ma voix que vous n'entendez pas, ou très peu, hein, selon votre capacité auditive, et qui va rentrer directement dans votre cerveau inconscient. On appelle ça des messages subliminaux. Donc quand votre conjoint vous juge, la plupart du temps, c'est un mal-être, une insatisfaction, une frustration, une peur, une blessure qui n'a pas été exprimée, que vous n'avez pas voulu entendre ou qui n'a pas été encore résolue. Votre partenaire en crise cherche à combler un vide, à fuir une souffrance, à se sentir vivant, à se sentir aimé, à se sentir libre. Se sentir aimé, se sentir vivant, se sentir libre, diminue la souffrance. Donc vous voyez que quand vous prenez la tête avec votre conjoint, vous ne pouvez pas diminuer sa souffrance. Vous ne pouvez pas l'aider à se sentir vivant. Vous ne pouvez pas l'aider à se sentir aimé. Quand vous faites un silence radio, vous ne pouvez pas l'aider à se sentir aimé. Vous ne pouvez pas l'aider à diminuer sa souffrance. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, et notamment dans celle de cette semaine sur les jugements, comment améliorer la relation avec votre conjoint en ayant maintenant un comportement de phase 4, c'est-à-dire un comportement sain, un comportement constructif. Peut-être que pendant la phase de sécurisation, vous n'avez pas eu un comportement sain et constructif de la part, en tout cas, du moment de raisonnement de la part de votre conjoint, du point de vue de votre conjoint. Bruno, on se calme. Je vous ai expliqué, enfin, je vous ai dit dans les vidéos de vendredi, de mercredi dernier, que finalement les critères d'évaluation ont changé avec votre conjoint. Souvent, vous ne comprenez pas la chose suivante. Votre conjoint vous reproche, je sais pas moi, je sais pas moi, d'avoir acheté une maison et que il y a 10 ans, quand vous l'avez acheté, votre conjoint était très content parce qu'il ne voulait plus être locataire. Mais ces critères d'évaluation ont changé. Il y a 10 ans, il voulait de la sécurisation. Aujourd'hui, cette maison est un fil à la patte ou cette maison coûte trop cher et donc les critères d'évaluation ont changé. Et vous êtes des fois déboulé en disant mais si, mais il y a 10 ans, rappelle-toi, tu étais bien content quand même de l'acheter. Tu étais bien contente. Donc vous savez que votre conjoint va se réfugier pendant sa crise dans des comportements qui lui font du bien sur le moment, mais qui lui font du mal sur le long terme, comme la drogue, hein, comme des abus, comme l'alcool. Votre conjoint se coupe de ses émotions, votre conjoint se coupe de ses valeurs, de ses responsabilités, il se perd lui-même, et si vous ne faites pas attention, si vous ne mettez pas en application les formations, vous allez vous perdre vous, et vous risquez d'ailleurs de perdre de votre couple. Alors, il y a très peu de couples qui se séparent chez les pirates parce que on a d'abord les formations et puis le soutien des pirates. Mais vous avez des personnes autour de vous qui divorcent. Donc ça, si on ne fait pas ce qu'il faut, vous voyez qu'on peut même perdre son couple à la fin de la crise. Donc beaucoup de personnes qui sont en crise de vie ont déclaré s'être livrés à des comportements qu'ils considéraient comme de l'infidélité, notamment des comportements d'infidélité émotionnelle et affectueuse. C'est pas parce que j'ai pas couché avec quelqu'un que le fait d'avoir été plus loin, d'avoir de l'intimité, etc., peut être considéré comme de l'infidélité. Donc des personnes dans les témoignages que vous avez un peu partout sur cette chaîne YouTube, notamment des personnes qui ont été en crise, ont admis avoir eu des relations, hein, peut-être pas sexuelles, mais au moins des relations émotionnelles, hors de leur partenaire officiel, pendant la crise, hein, et n'en étaient pas forcément conscients pendant la crise, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un biais de face à face ou un biais de distance, un biais d'internet, en disant oui mais c'est que par internet, oui mais on fait que discuter, oui mais il me fait du bien, donc on essaye de trouver, on est super permissif avec nous alors qu'on ne le serait pas avec son conjoint. Donc une personne en crise peut avoir une aventure avec un collègue de travail, un ami ou un ex, ou même une personne rencontrée sur un lieu de rencontre. Elle peut avoir échangé des messages de photos, des vidéos, des appels avec cette personne en lui confiant ses secrets, ses rêves et ses fantasmes, même sans avoir, entre guillemets, consommé. Elle peut avoir ressenti des sentiments de l'attirance et de la passion pour cette personne. Elle peut lui avoir dit des mots doux, des compliments, des je t'aime.
et c'était une forme d'infidélité, même si ça n'a pas allé plus loin. Alors souvent d'ailleurs, votre conjoint en crise se fait rejeter par pansement, parce qu'on va chercher un pansement plus jeune, qui a plus de choix, etc. Et votre conjoint revient la queue entre les jambes, que ce soit un homme ou une femme, comme on dit, en ayant été rejeté par son conjoint, parce que finalement, on n'a pas tellement envie, quand on est quelqu'un de valeur, d'avoir quelqu'un qui est en crise dans ses pattes. Alors pourquoi ces comportements d'infidélité, et qui sont d'ailleurs jugés par vous très graves, et moins graves par votre conjoint qui est plus permissif avec lui-même? Eh bien parce que les personnes en crise sont souvent dans la recherche de sensations, d'émotions, de nouveautés, de changements. Donc quand vous prenez la tête à votre conjoint, vous êtes loin de correspondre à cette recherche de sensations, d'émotions, de nouveautés, de changements. Votre conjoint est en crise de couple parce qu'il est insatisfait de sa vie, de ses routines, de votre couple évidemment, car votre conjoint s'ennuie avec vous souvent. Il s'ennuie d'ailleurs aussi seul, hein. Il se sent incompris, il se sent délaissé par vous. Alors si vous me faites des séances radio, des manipulations, évidemment, ce sera pire. Donc, à la fin de la phase de sécurisation, le jugement de votre conjoint, les critères d'évaluation de votre conjoint, ça va être la légèreté. Votre conjoint a besoin à la fin de la sécurisation de retrouver le feu, l'excitation, la complicité qu'ils ont perdu avec vous. Votre conjoint a besoin à la fin de la sécurisation de se sentir désiré, admiré, valorisé. Et donc, ils vont chercher des personnes qui se sentent jeunes, vivantes, libres et heureuses, d'où le musicien ou la musicienne un peu perdu, mais qui va lui donner effectivement ce regain de vivacité, de jeunesse et de liberté. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de situation, l'idée, c'est de ne pas prendre ces comportements d'infidélité comme une attaque personnelle. Vous voyez les multi-témoignages de personnes qui étaient en crise et qui ont été infidèles et qui disent « j'en voulais pas, enfin je le faisais pas contre mon conjoint, contre ma femme, contre mon mari. Je ne le faisais pas parce qu'il a fait ça ou ça, je le faisais par rapport à moi. » Je le faisais parce que j'en avais besoin, parce que peut-être que mon mari, ma femme ne m'apportaient pas ce sentiment de valorisation, de liberté, de légèreté. Donc j'avais besoin de ça. Ce n'était pas contre mon mari, contre ma femme, mais c'était pour moi. Donc ne vous focalisez pas trop sur les détails, n'ayez pas un jugement trop dur vis-à-vis de votre conjoint, ni sur les conséquences, car vous savez qu'à la fin de la crise, votre conjoint va en vouloir beaucoup à son pansement, hein, qui l'a manipulé, qui en voulait à son argent, à sa jeunesse, etc. Donc essayez plutôt de comprendre ce qui a poussé votre conjoint à agir ainsi, quel est le besoin, quel est le manque, quel est le désir qui l'a motivé à chercher ailleurs ce qu'il ne trouvait pas chez vous. Quelle est la crise, quel est le conflit, quelle est la blessure qui lui a empêché de rester fidèle parce que vous ne lui avez pas mené ce dont il avait besoin. Donc le jugement va être évidemment peut-être un peu envers votre conjoint en disant c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Mais le jugement doit être surtout envers vous pour vous dire quelle est la leçon, quel est le message, quel est le sens que je dois interpréter, comment je dois maintenant fonctionner différemment pour être heureux en couple. L'idée, c'est d'être en phase 4, d'être heureux en couple, et pour cela, votre conjoint va faire son chemin, il va sortir de la crise, il va voir que grâce aux formations, vous avez une meilleure valeur perçue, que maintenant vous passez des bons moments, que vous savez gérer les conflits grâce aux formations, etc. Et vous, il faudra aussi que vous admettiez que vous n'avez pas été bon pendant un moment, mais que vous êtes formé et que maintenant, vous pouvez y arriver et vous pouvez être fier de vous d'avoir fait tout ce travail. Alors évidemment, vous êtes le premier bénéficiaire du travail des formations parce que vous vous sentez mieux, parce que vous gérez mieux vos émotions, parce que vous avez beaucoup de personnes qui vous disent que vous avez changé, etc. Votre conjoint étant la personne qui le dit en dernier, en général. Et ça, c'est bon. Donc vous, la première fierté que vous allez avoir, le premier jugement que vous allez avoir, c'est sur vous. Grâce aux formations, j'ai changé, je suis fier de moi. Et ensuite, votre conjoint va voir que vous avez changé, vous allez mieux aller dans ces critères d'évaluation et petit à petit, votre conjoint va revenir avec vous, petit pas par petit pas. Si vous ne connaissez pas la méthode des petits pas, je vous invite à la voir dans le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Les attitudes sexuelles varient en fonction de l'âge, de la religion. Hein, quand on fait des études en neurosciences, on note tous ces critères-là et on s'aperçoit qu'il y a des incohérences entre les prédictions dans les jugements d'infidélité et les comportements autodéclarés. Donc on pourrait penser que quelqu'un qui est à la quarantaine, qui est très croyant, va par exemple être très fidèle. Eh bien on s'aperçoit qu'il y a un gap entre ce que la personne devrait être et ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire son comportement autodéclaré.
Ça veut dire que les facteurs qui ont influencé pendant des années les participants, la religion, l'âge, les enfants, etc., faisaient qu'ils se percevaient eux-mêmes d'une certaine façon et qu'ils percevaient leur partenaire différemment en matière d'infidélité. Certaines personnes dans les études paraissaient plus tolérantes, d'autres plus strictes sur leur orientation sexuelle selon leur génération, selon leurs croyances religieuses. Par exemple, une personne en crise qui avait une attitude sexuelle libérale, c'est-à-dire qui considérait finalement la sexualité comme une activité plaisante et variée, sans attachement émotionnel, était plus susceptible évidemment de se livrer à des comportements d'infidélité et de les juger moins sévèrement que son partenaire, par exemple, qui a une attitude sexuelle conservatrice. C'est-à-dire que le sexe, qui peut être considéré comme une expression d'amour et d'infidélité pour certains, dans une stabilité, pour une autre personne, au moment d'une crise, peut être juste une récréativité, comme le fait de dire des compliments à son conjoint à un moment donné peut être intéressant pendant la lune de miel, et puis on peut s'en désintéresser pendant la phase suivante. Une personne en crise qui appartient ou qui appartiendrait à la génération Y, qui est née entre 1980 et 1995, on va dire, est plus encline à avoir des comportements d'infidélité émotionnelle affectueuse et en ligne, à discuter avec des personnes inconnues, et à les minimiser qu'un partenaire de la génération Y, en gros de 1960 à 1980. Donc ça veut dire que pendant la crise existentielle, on est beaucoup plus permissif par rapport à nous. Je suis une génération X, j'ai 45 ans, pendant un certain temps, je pensais que la fidélité était importante, maintenant je suis en crise et je vois, comme pour une génération Y peut-être, que le fait de discuter avec quelqu'un sur Internet est moins important. Donc vous voyez qu'en fonction de la crise, on a des changements d'évaluation, on devient beaucoup plus permissif par rapport à soi, parce qu'on dit finalement c'est pas très grave. Oui, je vois cette personne, mais je sais que c'est pas grave, je sais que ça ira pas très loin. Et pour l'autre personne, effectivement, hein, on n'a pas le même jugement, on dit tu parles avec quelqu'un sur Internet, ça me fait mal. Donc ces facteurs reflètent des valeurs, des normes, des attentes, des besoins, des désirs qui changent au fur et à mesure de la crise. À la fin de la crise, évidemment, on reviendra comme avant, on aura des valeurs de fidélité beaucoup plus grandes, mais pendant la crise, on a des changements au niveau de la vision, de la compréhension, de l'interprétation de ce qu'est l'infidélité et de ce que cela implique, ce qui signifie pour soi et pour l'autre. Donc ces facteurs vont créer des divergences avec votre conjoint, des discordances, puisque vous pensez que par exemple écrire le soir à son collègue de bureau, c'est pas correct, et votre conjoint est beaucoup plus cool avec lui, dit oh c'est pas grave, hein, ce n'est que des mots, même si votre conjoint va aller plus loin, et tout ça est source de conflits, de tensions, de malentendus, de souffrances. Donc si vous êtes confronté à ce genre de situation, n'ignorez pas les facteurs, hein, reconnaissez ces facteurs, reconnaissez ces différences, changez. Soyez conscient que pendant la crise existentielle, on est beaucoup plus permissif avec soi-même qu'avec les autres. Donc votre conjoint peut vous reprocher d'écrire des textos à quelqu'un et le faire lui-même. Pour lui, il est permissif, pour vous saler. Donc ne jugez pas, ne critiquez pas ses attitudes et ses croyances. C'est comme ça, pendant une crise, on est beaucoup plus permissif dans les jugements envers soi-même qu'envers les autres. Donc vous trouverez un terrain d'entente, vous trouverez un terrain d'équilibre et d'harmonie quand vous aurez compris tout cela, quand vous communiquerez de façon plus légère, quand vous donnerez à votre conjoint envie d'être avec vous, plus qu'en faisant la morale. Donc il y a un biais que j'appelle le biais cognitif. Vous avez une formation complète sur les biais cognitifs et elle vaut vraiment son pesant de cacahuètes, cette formation-là, parce qu'elle vous permet de comprendre quels sont les blocs du cerveau chez vous et chez votre conjoint et d'en profiter pour améliorer la relation. Donc, qu'est-ce que c'est ce biais acteur-observateur, ça veut dire que les personnes qui ont tendance à attribuer leur propre comportement à des circonstances extérieures. Si je trompe mon conjoint, c'est parce qu'il m'a saoulé. Tandis que les personnes attribuent les comportements de leur partenaire à des traits de caractère interne. Souvent, vous dites, mon conjoint me trompe parce que il a été abandonné pendant son enfance. Donc, ce biais d'acteur-observateur peut conduire à des jugements inéquitables et à des conflits
au sein du couple. Je vous donne un exemple. Si une personne en crise oublie de faire quelque chose d'important pour le couple, elle peut se justifier en disant qu'elle était occupée, qu'elle était stressée, qu'elle a beaucoup de problèmes au boulot, etc. Mais si son partenaire fait la même erreur, elle peut l'accuser d'être insensible, égoïste ou négligent. Ce biais, acteur-observateur, montre comment les personnes en crise peuvent se percevoir de manière plus indulgente et de percevoir leur partenaire de manière plus critique. Les neurosciences expliquent que ce biais est lié à la façon dont notre cerveau traite l'information. Nous avons plus d'informations sur nos propres pensées, sur nos propres intentions, sur nos propres émotions, que sur celles des autres. Donc nous sommes plus enclins à excuser nos actions par des facteurs situationnels, alors que nous sommes plus rapides à juger les autres parce qu'on a moins d'informations sur la base de la personnalité, de la moralité. Ils ne savent pas pourquoi ils ont fait ça, donc ils disent c'est parce qu'ils doivent être comme ça. Donc si vous êtes confronté à la crise de votre conjoint, vous allez mettre en place la formation sur le jugement pour comprendre tous ces phénomènes-là et y répondre, parce que je vous donne des réponses dans les formations évidemment, et surtout en les mettant en place. Vous avez une pépite dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi vous avez un écart entre vous et votre conjoint. C'est parce que pendant qu'on est en crise, on est plus permissif avec soi-même qu'avec les autres. Et en général, le biais acteur-observateur est vrai dans tous les cas de la vie. On est plus cool avec soi qu'avec les autres parce qu'on a plus d'informations dans notre tête et que l'on peut trouver des circonstances atténuantes alors qu'on ne connaît pas les circonstances atténuantes de notre conjoint. On voit que quelqu'un arrive en retard, on peut dire c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, alors que peut-être lui il a des faits dans la tête, c'est que sa voiture n'a pas démarré ce matin, que son fils était malade, etc. Donc il se dit je suis en retard parce que j'ai des faits. Et vous le voyez pour la première fois, vous dites qu'il est en retard parce qu'il n'est pas ponctuel, si on se prendrait rendez-vous, il n'est pas là. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Pensez bien à mettre cette formation en application sur le jugement. Vous la retrouvez dans le catalogue des 150 formations descriptives de cette vidéo. Et vous trouverez dans le catalogue, bien sûr, les formations les plus appropriées pour vous pour passer cette crise de couple. La crise de couple n'est pas la fin du couple si vous êtes ensemble depuis longtemps. C'est un point de passage, c'est un carrefour. Et grâce aux pirates, grâce aux formations, vous allez pouvoir prendre la bonne voie et passer en phase 4 du couple. Les pirates sont là pour vous aider en commentaire de ces vidéos notamment à avoir cette grinta pour mettre en application les formations. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.